tu penses encore que investir, c'est juste acheter un ETF dans le S&P 500, eh bien tu te trompes. Et aujourd'hui, je vais te partager 12 différentes choses que je fais tous les mois afin d'avoir ce genre de résultats, que ce soit sur mon assurance vie, mon compte titre ou encore dans des autres investissements que je peux faire comme les crypto-monnaies ou encore l'or. Regarde bien jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir des tips qui sont vraiment concrets et qui vont t'apporter des résultats. Mais avant qu'on commence, hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Si tu apprécies mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit 5 étoiles sur l'application de podcast que tu utilises et surtout à mettre un petit pouce si tu apprécies cette vidéo. La toute première chose que je fais chaque mois, c'est évidemment de faire des virements automatiques sur mes comptes d'épargne et d'investissement. Je vais avoir une épargne pour mes parents, une épargne de précaution, une épargne voyage, une épargne formation et enfin mon épargne pour l'investissement en bourse. Tous ces virements, ils sont programmés et ils sont faits automatiquement en début du mois. En fonction de la banque et du pays dans lequel tu te situes, les virements automatiques ne sont pas toujours possibles, donc parfois il faudra y aller manuellement. Mais ce qu'il faut, c'est que dès le premier jour où tu reçois ton salaire, tu dispatches en fait ton argent sur les différents comptes et les différentes épargnes que tu peux avoir et de cette manière-là, tu vas avoir en fait uniquement l'argent que tu peux utiliser qui te reste et surtout tu te seras priorisé toi en premier. Donc moi, dans mon cas, je vais avoir un virement qui va être directement fait sur la plateforme Interactive Broker ou bien la plateforme Baraka. J'utilise les deux pour la simple et bonne raison que maintenant j'ai un certain montant sur la plateforme Baraka et donc je veux diversifier au niveau de mes plateformes. La deuxième chose qu'il est important de faire, c'est évidemment avoir une stratégie d'investissement. La mienne personnellement, elle est basée sur 5 ETF avec une répartition en pourcentage, c'est-à-dire que si mon budget augmente, je vais toujours garder la même répartition, mais je vais juste investir plus ou moins en fonction du budget mensuel que j'aurai. Et donc dans ce portefeuille, je vais avoir des investissements classiques du type Stock 600, SP500 et je vais avoir 30% de ce portefeuille qui va être réservé à des investissements qui vont être un petit peu plus risqués, un petit peu plus rentables. Par exemple, le STI Index qui est l'indice boursier singapourien. Ça peut être aussi les ETF Leverage. Je fais du leverage sur du SP500 en x2. Le leverage en SP500 en x2, c'est quoi? C'est que tous les jours, on multiplie la performance du SP500. Si c'est à la hausse, tant mieux. Si c'est à la baisse, tant pis. Mais donc, forcément, si le SP500 perd 50%, je perds 100%. S'il prend 50%, je gagne 100%. Bien sûr, c'est à la journée et ce n'est pas sur l'année. C'est assez rare qu'il y ait un moins 50% non plus sur une journée. Mais voilà, je peux quand même tout perdre, donc c'est important d'être conscient du risque. Par contre, ça me permet d'augmenter vraiment ma rentabilité et le rendement de mon portefeuille. Par contre, je vais pas mettre tout mon portefeuille dessus parce que il y a beaucoup plus de risques. Donc forcément, je vais pas mettre tout mon argent dessus. Mais allouer une partie de ton portefeuille à des investissements plus risqués va te permettre en fait d'augmenter ta rentabilité et donc d'augmenter ton retour sur investissement. La troisième chose qu'il est très important de faire lorsque tu investis en bourse, même si c'est de manière passive, c'est tous les 3 mois revoir un peu ton portefeuille. Donc soit ça peut être pour enlever des ETF qui sont non performants, soit ça peut être pour revoir ma stratégie d'investissement afin qu'elle soit plus alignée avec moi. Exemple, je veux plus de rendement, je veux moins de rendement, je veux un objectif de stabilisation de mon portefeuille, ou encore je veux améliorer ma performance et prendre plus de risques. En fonction de ça, tous les 3 mois, je fais un check. Il y a certaines fois où je vais rien changer du tout et certaines fois où je vais faire des changements. Comme je te dis, l'objectif c'est de voir, ok, est-ce que ce portefeuille est toujours aligné avec mes objectifs? Est-ce que je veux plus de risques? Est-ce que je veux plus de performance? Oui ou non. Mais attention, ce qui est important ici, c'est quand tu fais ton analyse et que tu vas re-regarder tes ETF, il faut pas partir du principe que parce que au cours des 3 derniers mois, un ETF n'a pas très bien performé, c'est un mauvais investissement. Je te prends la situation actuelle. Le SP500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines qui sont très bousculées, en fait, en ce moment, tout simplement par tout ce qui est en train de mettre en place Trump. Et du coup, on a un SP500 qui a une performance de quasi zéro en ce début d'année. Par contre, on va avoir un CAC 40 qui, lui, a une bonne performance. Est-ce que cela veut dire que le CAC 40 est un meilleur investissement que le SP500? Non. Concrètement, on n'a pas du tout les mêmes performances, la même solidité, la même taille au niveau de la capitalisation boursière, ça n'a rien à voir. Au niveau aussi de la structure du pays et de l'économie du pays, la France n'a rien à voir avec les États-Unis. Donc, on va pas juste se dire, mais celui-ci a pas performé, donc c'est un mauvais investissement, celui-ci a bien performé, donc c'est un bon investissement. Ça n'a rien à voir. Il peut y avoir des moments où un mauvais investissement va performer pendant quelques mois, et ça peut être pour des raisons toutes simples liées par exemple à un secteur d'activité, liées peut-être à un sentiment sur le marché qui est plus positif envers cette région parce qu'il y a des nouvelles innovations ou parce qu'il y a de nouvelles réglementations qui sont implémentées. Enfin bref, il y a plein de raisons pour lesquelles un mauvais investissement pourrait quand même performer durant une courte période. Mais en fait, en réalité, nous on cherche pas une courte période, on cherche une longue période. Donc ça veut dire que quand tu vas faire tes checks tous les 3 mois, il faut que tu te poses des questions suivantes. Est-ce que la stratégie de mon portefeuille, elle me convient toujours? Est-ce que je suis bien exposée sur des marchés qui
sont solides et intéressants financièrement? Est-ce que je veux prendre plus de risques? Est-ce que je veux prendre moins de risques? Est-ce que je veux ajouter plus de stabilité? Est-ce que je veux ajouter plus de volatilité? Et c'est ces différentes questions qui vont te permettre de prendre des décisions. Imaginons par exemple que tu veuilles ajouter de la volatilité. Et bien là, aller sur des marchés qui sont plus émergents, qui sont plus dynamiques, qui sont plus risqués, va te permettre d'ajouter de la volatilité et donc potentiellement ajouter une certaine performance. Par contre, si tu veux ajouter plus de stabilité, il faudra s'orienter plus sur des obligations, de l'or, etc. On ne change pas, comme je t'ai dit, tous les 3 mois notre stratégie, on va juste revérifier et parfois faire un mini changement. Exemple, il y a environ 6 mois, j'ai ajouté du leverage, j'ai juste mis ça en plus pour ajouter plus de risques, mais depuis 6 mois, mes investissements n'ont quasiment pas changé. Après 6 mois, donc justement c'est arrivé il y a pas très longtemps, j'ai ajouté le STI Index, donc c'est l'index boursier singapourien. Mais je vais faire des petits changements, mais sur ma base que je me suis fixée au départ avec ma répartition, que ce soit dans l'Europe, les États-Unis, etc. Ça ne change quasiment pas. Je fais des réajustements qui sont très légers en ajoutant parfois certains ETF, en enlevant certains. Avant, j'avais du emerging market dans mon portefeuille il y a environ 1 an encore. Je l'ai mis de côté parce que ça performe pas et c'est pas intéressant. Je me suis rendu compte que je préférais vraiment cibler des pays avec des économies qui étaient beaucoup plus fortes et beaucoup plus solides, tant d'un point de vue de l'économie que du ratio dette, que des entreprises présentes, que des ressources que ces différents pays peuvent avoir et donc aussi des différentes entreprises qu'elles peuvent accueillir et avoir dans leur pays, plutôt que d'aller sur des pays émergents ou surtout sur des ETF pays émergents qui vont avoir un peu de tout et honnêtement c'est pas très intéressant. Donc je tiens vraiment à le préciser, ça va être des petits ajustements qu'on peut faire, ça va être tous les 3 mois voire tous les 6 mois. La 4e chose que je fais tous les mois, c'est que je m'intéresse aux différentes actualités économiques. Dernièrement on me posait la question comment est-ce que je peux avoir voilà, un résumé de toutes les infos économiques, etc. Bon, la première chose que je peux te dire, c'est qu'on fait un résumé qui est très clair, concis, précis, avec les informations essentielles qui est chaque semaine via ma newsletter, donc je te mets un lien juste en dessous pour pouvoir t'inscrire. C'est évidemment totalement gratuit, mais l'autre moyen que tu peux faire, c'est en utilisant ChatGPT. Bah oui, c'est un outil qui est dingue, qu'il est important de choisir. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux taper « Peux-tu me donner en te basant sur le New York Times comme ressource les 10 actualités financières et politiques qui impactent la bourse au cours du mois de février 2025 ». Je vous filme cette vidéo au mois de février, elle sortira plus au mois de mars. Ça ne change rien, vous pouvez changer le mois. Et ensuite, une fois que j'ai une réponse, je vais lui dire « Donne-moi des chiffres clés avec l'impact que cela a eu sur la bourse ». Et donc là, ChatGPT va te sortir quand même pas mal d'informations et te permettre en fait d'avoir déjà une idée claire de ce qu'il est en train de se passer sur différents marchés. Tu peux après demander à ChatGPT de préciser par pays. Donc je veux ça pour les États-Unis, je veux ça pour le Canada, je veux ça pour l'Europe, je veux ça pour l'Australie, etc. Et de cette manière-là, tu vas avoir en fait un avis global sur ce qu'il est en train de se passer sur les marchés. Ce que je peux te dire, c'est que c'est parfois un peu difficile à digérer parce que c'est énormément de termes financiers. Donc c'est pour ça qu'on essaye vraiment dans la newsletter de simplifier au maximum et que ce soit au maximum digeste pour la plupart d'entre vous. Mais en tout cas, si tu veux faire tes recherches de ton côté, c'est un très bon moyen d'avoir un résumé d'actu qui est rapide, concis et qui va droit au but. Après, ce que tu peux faire, c'est évidemment aller sur des sites en fait de journaux et notamment les journaux américains parce que c'est eux qui vont vraiment de manière approfondie dans la finance, honnêtement. Et donc là, on va avoir CNBC, on va avoir le New York Times, etc. Et là, tu vas pouvoir vraiment aller en profondeur dans chacun des sujets. Mais si tu veux vraiment rester plus en surface, c'est la meilleure chose à faire. En fait, de cette manière-là, tu vas être au courant un peu de ce qui se passe d'un point de vue économique et politique dans chaque pays dans lesquels tu investis. Et même si tu investis dans des entreprises de ces pays, forcément l'économie d'un pays a un impact directement sur les entreprises et aussi sur la valeur boursière. Donc c'est pour ça que c'est important de les prendre en compte. Et du coup, une fois que tu as ces différentes infos, il faut pas réagir sur des événements qui sont micro et qui vont avoir un impact que sur 1 mois, 2 mois, 3 mois d'un point de vue boursier et d'un point de vue économique, mais plutôt en fait se tenir au courant. Ah, il est en train de se passer ça, il y a des changements d'un point de vue économique aux États-Unis. Je sais par exemple qu'aux États-Unis, l'inflation elle est plus élevée que prévu. Bon, je vais faire attention au fur et à mesure de l'année. Peut-être que les taux vont réaugmenter. Du coup, si les taux réaugmentent, ça aura un impact négatif sur par exemple les obligations. En fait, je vais pouvoir un peu comprendre comment va fonctionner au fur et à mesure de l'année toutes les dynamiques d'un point de vue économique et du coup d'un point de vue boursier. Je le répète encore ici, il n'y a pas besoin de faire des réajustements sur des infos qui sont vraiment dans une temporalité qui est très restreinte, mais c'est quand même bien de se tenir au courant tous les mois. La 5e chose que je fais tous les mois pour mes investissements, c'est que je mets de l'argent de côté pour faire mes investissements dans l'or. J'investis dans l'or uniquement tous les 3 à 4 mois, tout simplement parce que j'achète de l'or physique pour la simple et bonne raison que d'un point de vue fiscal, c'est plus intéressant pour moi que d'investir via la bourse. Et donc ce que je fais, c'est qu'au lieu de faire des petits achats tous les mois, en plus de ça, l'or est très haut actuellement, je vais plutôt mettre de l'argent de côté,
petit à petit et faire des achats tous les 3 à 4 mois. Ces achats tous les 3-4 mois, j'aime les faire sur le site Gold Avenue. Quand j'étais en France, j'utilisais le site Achat à l'argent qui est très bien. Gold Avenue, franchement, ils sont vraiment excellents et en fait, ils proposent la possibilité de stocker notre or directement à un prix qui est vraiment avantageux. Je vous en parle juste après. Donc 3 à 4 mois, je vais acheter de l'or et notamment des pièces d'or. Pourquoi des pièces d'or et pas par exemple des mini lingots? On va dire des quantités qui sont un petit peu plus élevées. Tout simplement parce que je vais avoir la possibilité de revendre la quantité que je veux. Et donc les pièces d'or qui sont à environ 400 € me permettent, si je veux récupérer que 400 €, de juste vendre une seule pièce d'or. Et si je veux récupérer plus, j'ai juste à vendre plusieurs pièces d'or. En fait, ça va être plus liquide dans un premier temps et plus divisé que lorsque on a par exemple un mini lingot qui lui va valoir dans les 2000, et bien on est obligé de revendre le mini lingot en entier, on peut pas le couper en deux. Et là on arrive à la chose suivante que je fais pour mes investissements, c'est que quand j'achète de l'or, je vais le mettre dans des scellés, ce sont des sortes de petits sachets en plastique, et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans plusieurs scellés et pas dans un seul. Par exemple, si j'achète 4 pièces, je vais pas les mettre tous dans un seul et même scellé, mais je vais plutôt soit les diviser en 2 voire en 4. Et donc ça me permet, quand je vais faire une revente, parce que ces petits scellés on ne les ouvre pas, on revend dans le scellé en fait, c'est pour assurer la valeur, pour être sûr qu'il n'y a pas de petites égratignures ou quoi que ce soit. Donc comme ça je peux revendre une pièce à la fois ou 2 pièces à la fois au lieu de devoir revendre d'un coup par exemple 4 pièces. C'est la meilleure manière en fait de stocker son or pour être sûr d'avoir une vraie flexibilité au niveau de la vente. Ensuite, le point suivant on arrive, c'est au niveau du stockage. Je stocke mon or dans des coffres et notamment on peut le faire via Gold Avenue. Donc Gold Avenue, c'est gratuit jusqu'à 10 000 €. Ensuite, jusqu'à 100 000 €, c'est 8 francs par mois. Et au-dessus de 100 000 francs, ou 100 000 € à peu près, c'est 0,05%. Et généralement, il faut les contacter parce qu'il va y avoir une négociation au niveau du stockage, etc. Mais c'est très important de stocker cet or, de ne pas le laisser sous notre matelas chez nous, parce que s'il y a un vol, il n'y a aucune assurance. Ou alors, il faut le mettre dans un coffre à la banque, c'est une très bonne option. Ensuite, la 8e chose qui me permet d'avoir des résultats qui sont meilleurs, c'est tout simplement que lorsque j'ai de l'argent à la fin du mois, je vais l'investir directement en bourse. Par exemple, si j'ai un budget de 3 000 € pour des dépenses du quotidien, et bien si je sais que je dépense uniquement durant ce mois 2 600 € et donc j'ai 400 € qui me restent, avec ces 400 €, je vais directement les mettre sur ma plateforme d'investissement et je vais les investir. Pourquoi? Parce que je sais très bien, et comme n'importe qui, si je les laisse sur mon compte, je trouverai forcément un moyen de le dépenser. Je vais me dire, tiens, j'ai toujours pensé m'acheter cette petite coque pour mon iPad, je l'achète. Tiens, j'ai toujours pensé, ça fait longtemps que j'avais envie d'acheter ça, je le fais. Bon, allez, on se fait un autre resto. Bref, tu trouveras 10 000 raisons de dépenser plus d'argent que ce que tu n'as dépensé pendant le mois. Donc si tu arrives au 30 et que tu sais que tu reçois ton salaire le 31 et que il te reste de l'argent sur ton compte, tu le vires directement sur ton compte d'investissement et tu l'investis en utilisant ta répartition de base. Comme je vous disais, je fais un portefeuille avec une répartition en pourcentage et donc je vais tout simplement prendre ces 400 € et je vais l'adapter au pourcentage que je me suis basé. Si par exemple j'ai 50% dans le S&P 500, je vais prendre 200 € sur mes 400 € que je vais mettre dans le S&P 500. Je reprends cette même base et je l'adapte à peu importe le montant en fait que je vais investir. Mais dès voilà que j'ai de l'argent qui reste, je l'investis et de cette manière-là, j'atteins mes objectifs encore plus rapidement. La 9e chose qui est très importante, c'est de faire des arbitrages sur son portefeuille. Les arbitrages, je les fais quand j'ai une différence de plus ou moins 10% par rapport à mon portefeuille de base. On va faire une petite simulation ensemble. Imaginons que j'ai 50% pour les États-Unis, 20% pour l'Australie, 25% pour l'Europe et 5% pour le Canada. Imaginons que cette répartition change au fur et à mesure des 3 mois et que j'ai les États-Unis qui surperforment et que je me retrouve avec 60% de mon portefeuille qui est dans les États-Unis, l'Australie qui performe moins, donc je me retrouve avec 10% au niveau Australie et ensuite j'ai toujours mes 25 et mes 5%. Si je me retrouve dans cette situation-là, il va falloir que je réajuste. Pourquoi? En fait, quand on construit un portefeuille, on va s'assurer d'avoir une certaine exposition à certains pays, on va s'assurer aussi d'avoir une certaine répartition. Et donc en fait, dans mon cas actuel, je m'étais dit 50% au niveau des États-Unis, c'est bien avec 20% d'Australie. Et là, je suis à 60%. 60%, ça veut dire que je suis plus exposée sur les États-Unis. Si jamais il se passe quoi que ce soit aux États-Unis ou qu'il y a énormément de fluctuations, etc., comme par exemple on peut le connaître en ce moment, je serai beaucoup plus impactée parce que j'ai 10% de plus que prévu dans mon portefeuille que si en fait j'étais restée sur mes 50%. Et de même, l'équilibre que je m'étais donné avec l'Australie, qui est un pays qui est très solide, qui a une économie qui est extrêmement solide, un ratio dette qui est très bas, eh bien je ne vais pas pouvoir en profiter autant que je le souhaiterais au niveau de la solidité et de la stabilité, tout simplement parce que j'ai une beaucoup plus petite exposition sur l'Australie. Et donc là, c'est important de faire un réajustement et donc d'investir le mois qui arrive un peu moins dans le S&P 500 et un peu plus dans le S&P ASX, qui est l'indice boursier de l'Australie, afin de réétablir
réétablir en fait ma proportion pour m'assurer en fait d'avoir l'exposition que j'avais prévue au départ qui correspond à ma stratégie d'investissement. Donc c'est important de faire ces réajustements tous les 3 mois à nouveau. La deuxième chose que je fais sur mes investissements, c'est que j'ai programmé des investissements automatiques dans du Bitcoin et dans de l'Ethereum tous les mardis. En fait, j'ai des investissements qui sont hebdomadaires tout simplement parce qu'il y a énormément de volatilité dans les crypto-monnaies et donc c'est très important de rentrer régulièrement pour vraiment lisser le prix d'entrée parce que si c'est tous les mois, il y a tellement de changements au niveau des crypto-monnaies, ça pourra faire vraiment des fluctuations au niveau des points d'entrée qui sont énormes et on pourrait perdre vraiment des opportunités et pas vraiment pouvoir lisser notre prix d'entrée. Donc c'est pour ça que je fais des entrées qui sont hebdomadaires et j'investis uniquement sur du Bitcoin et un petit peu d'Ethereum. Le Bitcoin tout simplement parce qu'il y a une quantité qui est limitée, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vraiment le papa de la crypto. Il y a vraiment une certaine solidité et une valeur qui est gardée et une sécurité au niveau de sa valeur et au niveau de sa quantité que l'Ethereum par exemple on peut en créer autant qu'on veut. Alors même si ça reste une crypto-monnaie qui est très forte, et bien c'est un peu comme le dollar ou l'euro, on peut l'imprimer autant qu'on veut et du coup forcément ça perd une certaine valeur. Alors que le Bitcoin, on peut le comparer par exemple à l'or qui a une quantité limitée. Même si attention, ça n'a rien à voir au niveau de la stabilité que ça peut nous offrir. Ensuite, la chose suivante que je fais tous les mois, là pour le coup, c'est de transférer mes crypto-monnaies vers mon crypto wallet. Je le fais pas toutes les semaines, ça sert à rien honnêtement, ça prend du temps et c'est manuel, c'est obligatoire que ce soit manuel. Donc je le fais tous les mois et c'est ok si jamais il se passe quoi que ce soit sur une plateforme, j'aurais juste perdu les investissements du mois mais j'aurais pas perdu les investissements de toute mon année et je les mets sur un crypto wallet pour qu'ils soient sécurisés et pour éviter les risques de vol, les risques de gel. Donc si jamais il y a par exemple une plateforme qui se retrouve dans des procès etc ou par exemple personne ne pourrait retirer son argent, donc ça c'est des situations de gel. De vol, c'est quand il y a des pirates qui viennent voler les crypto-monnaies ou tout simplement un risque de faillite si jamais il y a une plateforme qui fait faillite. Et la dernière chose que je fais, et donc c'est ce dont je vous parlais au tout début, c'est que je vais être sur plusieurs plateformes d'investissement, surtout quand j'atteins des certains niveaux. Donc on me dit toujours à quel niveau il faut avoir plusieurs plateformes. Quand tu arrives à peu près dans les 200 000 € sur une plateforme, c'est bien d'en avoir une nouvelle. Comme je dis souvent, on a nos titres de propriété, donc même si la plateforme fait faillite, nos titres vont être transférés. Mais imaginons qu'il y a un souci au niveau de l'accès à la plateforme, qu'il n'y a pas la possibilité de faire d'accéder tout de suite à l'argent, que il y ait comme un gel au niveau de l'accès ou il y ait juste un bug sur le site ou quoi que ce soit. On sait qu'il n'y en a pas tout notre argent qui est dans une seule et même plateforme, mais on est quand même sur 2 plateformes différentes et ça c'est très important pour bien sécuriser ses investissements. Voilà, j'espère que tu auras appris énormément de choses dans cette vidéo. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et surtout je te mets une vidéo juste ici si tu veux en apprendre plus, si tu veux continuer à t'éduquer sur la finance et les investissements. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.